C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Bonsoir Roselyne. Donc, le monde entier pris dans la tragédie antique du conflit entre Israël et le Hamas. De la Tunisie au Maroc, du Liban à la Jordanie, la rue arabe gronde. L'explosion de l'hôpital de Gaza a intensifié la haine. Israël assure que le tir ne provient pas de son armée. Saura-t-on un jour la vérité? Les alliés d'Israël, eux aussi, sont voués aux gémonies. Hier, l'Américain Joe Biden n'a fait qu'un aller-retour dans l'État hébreu privé d'une rencontre avec la Jordanie, l'Égypte et le chef de l'autorité palestinienne. Et en Europe, les répercussions sont sécuritaires. Bruxelles et avant l'assassinat en France d'un professeur à Arras. Quant à la classe politique, elle se divise, la NUPES implose et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, cherche à durcir sa loi sur l'immigration sur les cendres d'une tragédie. Donc avec nous sur ce plateau, Catherine Tricot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice de la revue Regard et nous devions avoir Bruno Jeudi du journal La Tribune, mais qui est coincé en ce moment dans les embouteillages parce qu'il y a des alertes à la bombe partout et y compris dans le métro la plupart du temps, et du coup il faut évacuer. Voilà, je vous raconte tout. Donc Joe Biden n'aura finalement fait qu'un aller-retour rapide, sans mini-sommet, avec, je vous le disais, les pays voisins. Le président américain a demandé à l'Égypte de débloquer les convois humanitaires, mais il a surtout réitéré son soutien indéfectible à Israël, tout en réclamant une solution, celle de deux États. Aussi difficile que cela soit, nous devons continuer de rechercher la paix pour que les peuples israéliens et palestiniens puissent tous deux vivre dans la sécurité, la dignité et la paix. Pour moi, cela est synonyme de solution à deux États. Nous devons continuer d'œuvrer à une meilleure intégration d'Israël avec ses voisins. Ces attaques ne font que renforcer mon engagement et ma détermination. Voilà, Jean-Marie, beaucoup ont parlé d'une visite ratée, mais l'est-elle réellement ? Elle était décrétée ratée au départ, puisque le sommet avec le roi de Jordanie, le président égyptien et le président de l'autorité palestinienne ne pouvait pas être là. C'était désisté. Donc c'est vrai que la partie diplomatique... comme un accord d'ailleurs. Absolument, la partie diplomatique de ce voyage tombait automatiquement et qui était importante parce que ça soulignait en elle-même la gravité de la situation, c'est-à-dire l'attention qu'il faut accorder à un éventuel... élargissement du conflit, ce qui a justifié le déplacement du président américain. Donc c'est resté un voyage en Israël. Mais à mes yeux, ce n'est pas un voyage raté. D'abord sur le plan humanitaire, puisqu'il a débloqué un couloir humanitaire avec l'accord d'Al-Sisi et d'Israël. Donc cette question-là, qui était urgentissime, va être, grâce à lui, réglée. Donc on ne peut pas dire que ce soit un résultat anodin. Et d'autre part, il y avait un aspect... cadrage un petit peu de la riposte d'Israël, même si on sait très bien que l'opération terrestre aura lieu. Il n'empêche, il y avait un certain nombre d'inconnus, une consigne particulière probablement de retenue ou d'attention plus grande que Israël ne l'aurait fait sans l'appui ou sans les conseils de Joe Biden. Donc c'était une visite importante aussi sur ce plan-là. Et Joe Biden, Catherine, a fait la recommandation à Israël en disant ne faites pas comme nous le 11 septembre, donc une référence claire à l'Irak, bien sûr, à la guerre d'Irak. À la vengeance. C'est-à-dire on ne peut pas avoir comme boussole la vengeance. Et en effet, c'est un peu de ça. Enfin, c'est un peu ça que l'on craint, parce que aujourd'hui, l'objectif de guerre annoncé par Israël, c'est d'aller éradiquer le Hamas. C'est quand même une affaire un peu compliquée, parce que c'est comment d'abord éliminer tous les militants du Hamas qui sont par ailleurs on ne peut pas éradiquer une idée. Ou oui, et puis ils sont incorporés dans une société. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas détachés des habitants de Gaza. Enfin, malgré tout, ils ont, que ça nous plaise ou pas, ils ont un certain soutien à l'intérieur de Gaza. Je pense que c'est un objectif de guerre qui est assez abstrait et qui peut ouvrir justement à la voie, à la vengeance et à des actes que
que l'on ne peut que réprouver et qui peuvent aussi faire qu'il soit incompris de la communauté internationale. Moi, je voulais quand même revenir sur ce que vous avez dit, Jean-Marie. L'annulation du sommet, je pense qu'il est quand même très préjudiciable pour les États-Unis. Oui. Parce que vous avez raison que, par ailleurs, il a pu donner son avis à Israël, enfin aux dirigeants israéliens, et qu'il a pu en effet ouvrir une porte au sud de Gaza pour que l'aide humanitaire puisse rentrer. Mais les États-Unis ont besoin aussi de montrer qu'ils sont pas simplement que d'un côté, qu'ils œuvrent. Il dit dans son intervention, je veux continuer d'œuvrer pour une solution à 2 États. Alors le mot continuer peut faire sourire, parce qu'on a envie de se dire, ça serait bien de commencer. C'est-à-dire que c'était pas la politique du gouvernement Netanyahou, clairement, mais ce n'était pas non plus celle de Trump. Ouais. Donc c'est le retour des États-Unis sur une ligne qui était celle de Bush père, oui, et d'un certain nombre des présidents démocrates aux États-Unis. Ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça qu'il avait besoin d'être un peu sur ses 2 pieds. Je pense que ça sera une des conditions de la continuation de l'aide américaine, si j'ose dire, de cette réorientation stratégique. Je me trompe peut-être, mais je pense qu'il y a cette partie-là. Je pense qu'on va devoir aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire qu'il faut le statu quo. On ne peut pas simplement revenir. On est dans une situation dans laquelle, en vérité, ni Gaza ni la Cisjordanie ne sont des territoires viables. Et encore moins un territoire, un État palestinien. Donc je pense que là, il va falloir quand même se remettre à réfléchir, sachant que malgré tout, il y a une situation qui n'est pas totalement réversible. Il y a des gens qui se sont installés, des colons qui se sont installés en Cisjordanie et qui ne vont probablement pas repartir. Et l'évacuation de Gaza à son époque, à l'époque de Sharon, avait été difficile vis-à-vis d'un certain nombre de colons. Mais les processus de paix ont capoté en vérité à cause des radicalités de chaque côté. Des 2 côtés, bien sûr, oui, tout à fait, des 2 côtés. Israël a abandonné cet objectif, évidemment. Ça s'est vu au fur et à mesure de l'extrémisation des gouvernements israéliens. Mais on ne peut pas dire que le Hamas ait cherché en quoi que ce soit la paix. Le Hamas veut l'éradication d'Israël, point final. C'est un mouvement. Ce qui est problématique et qui rend les choses très difficiles, encore plus difficiles qu'elles ne le sont normalement, c'est l'islamisation de la cause palestinienne. Tant que la cause palestinienne était une cause d'affirmation, de volonté d'un État ou de 2 États palestiniens, c'est une chose, c'est un combat donné avec ses propres règles, c'est une lutte nationale, etc. Maintenant que c'est islamisé, ça change complètement de nature. Et donc ce qui est assez dramatique d'ailleurs à observer aujourd'hui, c'est que le point de départ de cette guerre-là, c'est quand même un massacre, une opération d'extermination des Juifs par le Hamas. Et la guerre de communication faisant que l'histoire de l'hôpital a aussitôt renvoyé, pas éliminé, mais comme annihilé un peu. Pas annihilé non plus, mais disons marginalisé cet épisode qui est monstrueux, qui aurait dû provoquer dans les États arabes une protestation qui n'est pas venue, chez l'autorité palestinienne une protestation qui n'est pas venue davantage. Et on est là maintenant, au contraire, sur l'histoire de l'hôpital avec la guerre de communication qui fait que, le Hamas a tiré les premiers, puisqu'ils ont donné les premiers une version que tout le monde a avalée dans un premier temps, comme si c'était la vérité. Donc, et du coup, on se retrouve avec cette espèce de dos à dos qui est absolument mortifère et désastreux. Et puis, il y a aussi un autre aspect très important dans ce qui s'est passé, le sommet avorté. C'est un pas de plus dans l'avancée par l'Iran de son objectif stratégique. L'objectif stratégique de l'Iran, donc du Hamas dans cette affaire, c'est d'écarter le lien qui s'était renoué entre certains pays arabes et Israël, et évidemment d'empêcher l'Arabie saoudite d'entrer dans ce processus. Et l'Arabie saoudite, au lieu de maintenir sa position, est sur le recul. Et dans des pays qui étaient proches d'Israël, comme le Maroc, etc., la réaction de la rue aussi fait que ces alliances-là vont peut-être se défaire, ou en tout cas sont menacées. Et ça, c'est vraiment l'objectif stratégique majeur de l'Iran dans la région. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi le pari raté de Trump, de penser qu'on allait pouvoir régler des questions, de relations économiques entre 2 États en faisant fi de la question palestinienne? Oui, mais tout le monde a fait fi de la question palestinienne d'une certaine façon, puisqu'on l'avait mise de côté et on avait considéré que la réconciliation s'opérant entre un certain nombre de pays arabes et Israël
la question palestinienne n'existait plus ou était sur le point de ne plus exister. Si on veut surmonter, si on veut repermettre des relations entre Israël et les autres pays arabes, je crois que la voie qui était celle que cherchait à emprunter Trump n'est pas la bonne. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver un accord et permettre... Parce que le faire sur le dos de... On oublie l'affaire palestinienne, on oublie les Palestiniens, mais ça fait quand même un moment. Hein. C'est pour ça que je vous disais que c'était une euphémisation du discours de Joe Biden tout à l'heure. Alors, il y a eu 28 Français qui ont été tués par le Hamas et 7 qui ont disparu. Emmanuel Macron doit-il se rendre lui aussi en Israël ? On voit pour l'instant que c'est un projet qui traîne un peu des pieds. Donc il y a eu Biden, il y a eu le chancelier allemand et le Premier ministre britannique. Est-ce que Emmanuel Macron... Catherine Colonna y est allée, c'était pas vraiment brillant, non ? Je sais pas, je trouve pas que ça ait apporté grand-chose. Mais on peut pas avoir un... Il y a quand même 28 Français qui sont... Oui, mais on est dans l'ordre de la symbolique malgré tout. Oui, le poids politique, c'est Joe Biden, c'est pas ni Sunak, ni le chancelier allemand, c'est Joe Biden. Donc, et puis plus le temps va passer, plus on va se rapprocher de l'opération terrestre. Et plus cette visite sera problématique. Ce que l'on peut penser quand même, c'est que le poids symbolique, pour le coup, il peut se jouer au Conseil de sécurité. C'est-à-dire que là, à mon avis, c'est là où la France peut peser. Et notamment quand on va aller vers quelque chose de plus... un conflit armé plus structuré, et que là, il y a quand même des leviers d'action de la communauté internationale. Moi, j'ai noté quand même que l'initiative que la France a prise avec le Brésil aux dernières... hier, au Conseil de sécurité, d'essayer de faire adopter une résolution que les Américains ont refusée. Ils ont mis leur veto dans cette résolution. Je ne comprends pas très bien comment elle a été négociée ou pas, parce que ce qu'ils demandaient était acceptable que de reconnaître le droit d'Israël à sa défense, et pourquoi ça n'a pas été introduit. Mais en tout cas, là, j'ai noté qu'il y avait quand même une action de la France aux côtés du Brésil pour essayer de faire avancer au Conseil de sécurité une solution politique. Oui, enfin, si l'ONU donnait des solutions politiques, ça se saurait depuis le temps. En tant que la Russie et la Chine sont dans cette optique, on revient donc, parce qu'il y a eu des répercussions, bien évidemment, dans le monde entier, mais aussi en France. Une présence silencieuse aujourd'hui aux obsèques du professeur de français, donc assassiné vendredi à Arras par un jeune ingouche, celle du président Emmanuel Macron et de son épouse, qui ont assisté à la messe à Arras, donc un drame qui fait écho à l'assassinat il y a 3 ans de Samuel Paty. Lors de son allocution, il y a quelques jours, le président avait demandé l'unité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le débat sur les expulsions des fichiers S refait surface. Je vous propose d'écouter Gérald Darmanin. Si le texte immigration tel que nous l'avons proposé et adopté par la Commission des lois du Sénat nous aurait permis de pouvoir obtenir la levée des protections du terroriste d'Arras. Alors, monsieur le directeur de la Tribune, dimanche est arrivé. Mais non, mais c'est pas de votre faute. Donc, je vais vous sauter dessus. Pardonnez-moi l'expression, donc sur Gérald Darmanin qui, en quelque sorte, bondit sur les braises du drame d'Arras. Le ministre de l'Intérieur veut croire que le choc de l'assassinat comptera pour convaincre la droite de se rallier à son texte sur l'immigration. Il a tort, il s'illusionne ? Il peut convaincre une partie de la droite, c'est possible. La droite va être prise un peu dans ses contradictions, à la fois parce que est contenu dans le texte un certain nombre de mesures qui auraient permis d'expulser l'individu qui a tué le professeur à Arras, ça c'est clair. C'est assez compliqué parce que c'est du législatif, mais il y avait une disposition qui remonte aux années Sarkozy qui rend impossible d'expulser des gens qui sont rentrés avant l'âge de 13 ans sur le territoire et qui fait que cet individu a pu se maintenir alors qu'il était radicalisé, fiché S et dangereux. Donc on voit bien qu'il y a un problème législatif. Donc cette disposition est contenue dans le projet de loi, mais pour la droite, pour une partie de la droite, ce sera de toute façon insuffisant, puisque eux, ils en veulent plus. Et on sait bien qu'en matière d'immigration,
l'opinion, elle a une nerf à cran, et donc il faudra sans doute en faire beaucoup plus. D'ailleurs, les 3/4 des Français sont d'accord avec Gérald Darmanin, selon un sondage Elab, quand il dit qu'il veut expulser en urgence les individus jugés dangereux, fichés S, radicalisés. Mais avant même qu'il n'ait commis quoi que ce soit. Mais 77% des mêmes Français pensent que en fait, l'exécutif ne le fera pas, que ce sera pas suffisant et pas appliqué. Ils ont raison. C'est-à-dire que jusqu'à présent, là où ils ont raison, c'est que 3 ans après Samuel Paty, il y a encore un enseignant qui a été tué par un terroriste, par quelqu'un qui ne devait pas être sur le territoire, de la même manière que ça a été le cas pour Samuel Paty. Donc les Français, on voit bien que pour les Français, aucune justification ne permettra de l'expliquer. Et oui, on aurait pu résoudre ce problème de droit. Non, aujourd'hui, les Français se disent, il y a 4000 personnes qui sont sur le territoire, qui sont fichées S, qui sont radicalisées, qui sont jugées dangereuses. Qu'est-ce qu'elles font encore là? C'est ce que se dit une grande partie de l'opinion. Donc Gérald Darmanin, il est face à ce dilemme d'un pouvoir qui, hélas, est rattrapé une nouvelle fois par cette question. Encore une fois, il n'est pas responsable de tout ce pouvoir parce que c'est une accumulation de textes très compliqués en matière de droit de l'immigration qui ont conduit à cette situation où aujourd'hui on n'arrive plus à expulser, on n'arrive plus à appliquer certaines lois qui sont d'une évidence. Non, mais on est dans exactement... Enfin, tu traduis très très bien l'état de l'opinion et le contexte de l'opinion qui est en effet une pression très très forte. Et la difficulté d'un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'arbitrer. Mais en même temps, on nous vend des choses qui n'existent pas. On nous dit on ne pouvait pas expulser cet individu parce qu'il était rentré avant l'âge de 13 ans. Non, c'est tout à fait possible. Il n'y a rien qui l'interdise. En revanche, ce qui est difficile... Alors pourquoi ils vendent un texte pour ce qui est difficile, c'est d'expulser quelqu'un qui n'avait rien fait. Et c'est ça la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas expulser sur des soupçons. Il était fiché S, mais fiché S est contrôlé et surveillé. Que pouvait faire un gouvernement de plus? C'est ça le problème. C'est pour ça que je posais la question à Bruno tout à l'heure, y compris les fichiers S. Ça ne veut pas dire que les procédures sont simples. Les procédures sont toujours compliquées dans ce domaine. C'est très compliqué. Non, Jean-Marie ne peut pas être expulsé seulement sur des faits de droit, des droits communs. Parce que le texte, ils veulent aller plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait expulsé que sur des faits d'apologie de terrorisme, au fond. C'est ça, les individus, les individus jugés très dangereux. Donc c'était possible de... Donc Darmanin, dans sa maîtrise de la communication, nous fait croire que son texte va tout débloquer. Oui, voilà, non, ça ne débloquera pas tout, malheureusement, et il faut aussi savoir, ça renvoie à des problèmes essentiels. Est-ce qu'on veut continuer de vivre dans une société de liberté ? Ça va se poser, ça se pose déjà, parce que de texte en texte, d'accumulation de texte en texte, on va arriver à une situation où on n'aura pas besoin d'un gouvernement d'extrême droite pour enfreindre davantage encore de liberté, puisque, y compris dans sa même intervention, Gérald Darmanin met en cause la Commission européenne des droits de l'homme. Mais la Commission européenne des droits de l'homme n'a aucun pouvoir. La Commission européenne des droits de l'homme n'a aucun pouvoir d'enfreindre une loi nationale ou d'empêcher qu'on applique une loi nationale. Aucun. Le pire que vous puissiez risquer devant la Cour européenne des droits de l'homme, la Commission européenne des droits de l'homme, c'est une amende. Bon, c'est une amende. Vous avez expulsé, ça s'est produit d'ailleurs déjà, vous avez expulsé 2 Tchétchènes, ce qui avait été le cas, et vous enfreigniez je ne sais pas quel texte, et vous êtes condamné à une amende. Point final. Mais ça va servir de prétexte à donner la main davantage encore au courant souverainiste et donc à l'extrême droite pour nous dire « Ah oui, mais c'est aussi la Cour de justice qu'il va falloir remettre en cause » ou bien c'est la supériorité de la loi européenne. Donc on va petit à petit comme ça prendre le risque de défaire l'Union. Donc ce sont des choses extrêmement graves. Donc il faut faire très attention à cela. Et par ailleurs, aucun gouvernement ne pourra garantir qu'il n'y ait pas d'autres attentats, qu'il n'y ait pas d'autres... Surtout quand ce sont des attaques au couteau comme ça, c'est la chose la pire. Enfin la pire, c'est la chose la plus difficile à maîtriser et à contrôler. C'est un petit verre d'eau pour Catherine. On va lui apporter un petit verre d'eau. Merci. Ça arrive. Vous pouvez parler ou... Non, oui, non. Ce que je voulais... un petit non, mais oui, je vais le faire après. Mais je suis... Cela dit, je comprends que le gouvernement veuille faire une loi pour montrer que, néanmoins... Non, mais le projet de loi, il est déposé, il ne fait pas une loi pour, il est déposé depuis 6 mois, il est encalminé au Sénat. Alors, il s'en sert pour le désencalminer et surtout pour l'alourdir. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a ce
que cette loi apporte en plus. Vous venez de rappeler que c'est peut-être pas si évident que ça, qu'on n'a pas les moyens d'agir. Puis il y a une deuxième question, c'est au fond, moi je trouve que la philosophie de dire que des enfants, des personnes qui sont là avant l'âge de 13 ans, qui sont arrivés comme des enfants, ne sont pas, doivent bénéficier d'une certaine protection. C'est-à-dire qu'ils sont en fait aussi d'une certaine manière nos enfants. Je repense à ces discours de Jacques Chirac. Nous avons une responsabilité, la République française a une responsabilité, et je ne crois pas. Alors, vous allez penser que c'est un peu idéal comme discours, mais je ne crois pas qu'on va s'en sortir simplement en expulsant de France ceux qui ont une pensée terroriste, djihadiste, etc. Nous avons absolument le besoin de renforcer notre compréhension du phénomène et de former les enfants et de leur faire comprendre ce qui se joue et de quoi ils relèvent, quel est l'enjeu de cette question djihadiste et de permettre de déradicaliser. Parce que de toute façon, on ne va pas sortir. De toute façon, on les sort de France. Et qu'est-ce qui se passe ? Ils reviennent ? Mais bien sûr. Mais enfin, cela dit, c'est vrai que vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je suis pas d'accord. C'est vrai que des gens convaincus d'être convertis à une idéologie qui est une idéologie de mort, porteuse de mort, qu'on les expulse si on le peut. Ça me paraît, moi, tout à fait normal. Simplement, mais on les pour les expulse, mais ils reviendront. Oui, mais par exemple, et s'ils sont français, on les expulsera pas. Non, mais par exemple, si on les expulse, encore faut-il que les pays d'accueil soient d'accord. C'est ça, et l'idéologie de mort, il n'y a pas que des étrangers qui l'ont. S'agissant des Tchétchènes, on va donner la main à Vladimir Poutine, qui va être ravi de dire, mais bien sûr, moi je les reprends, puis lesquels disparaîtront à l'arrivée d'ailleurs. Donc, mais par ailleurs, ce qui est bouleversant dans cette affaire-là dont on parle, c'est que l'assassin, celui qui a porté les coups, dit sa haine de la France. Il dit sa haine de la France, mais alors qu'il a été scolarisé dès l'âge de 5 ans. Comment expliquer ce mystère ? Ça, c'est un problème. Comment expliquer ce mystère ? Et où et quand l'auriez-vous expliqué ? À 6 ans, à 7 ans, à 8 ans ? Cet élève, vous savez, dans le lycée, les professeurs, depuis longtemps, à chaque fois qu'il y avait des attentats, et quand il y a eu Paty, ils se disaient, un jour, ça va arriver avec cet élève. À ce moment-là, il fallait le mettre hors de nuire. Mais il faut pas les garder. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec. Je suis pas d'accord avec Catherine. Je pense que d'abord, il a la nationalité. Il est arrivé avant 13 ans, donc il est expulsable. C'est pas. Il a la double nationalité, donc il est expulsable. Donc il faut l'expulser. Il ne faut pas les garder. Je pense qu'à un moment, surtout les individus de ce type, voilà, ils ont rejeté. On les a élevés et ils ont rejeté la France. Ce que je veux dire, c'est que ils peuvent revenir, mais deux, ça nous empêche de penser que ce n'est pas qu'une question d'enfants issus de l'immigration ou d'enfants pas issus de l'immigration, d'enfants immigrés. C'est une question qui concerne notre société. Quand il y avait des départs pour Daesh... Non mais là... on avait fait... Moi, je cas spécifique qui n'a rien à faire sur le territoire. Donc qui ne réglera rien. Donc ça ne réglera qu'une... C'est quand même pas tous les jours. Ça réglera une toute petite question, mais tous ces enfants... Moi, je suis de l'Hérault. Moi, je suis originaire de l'Hérault. Dans l'Hérault, il y a des villages dans lesquels on a vu 5, 10, 15 jeunes qui sont partis faire le djihad. Mais qu'est-ce que c'était des enfants français. Donc la question de qu'est-ce que c'est que cette idéologie de mort et qu'est-ce que c'est que cette incompréhension de nos valeurs. Et tout à l'heure, on parlait de ce conflit qui, je crois, est un conflit qui porte aussi sur les valeurs. C'est-à-dire ce sentiment qu'il y a un deux poids, deux mesures, que nous ne faisons pas vivre notre promesse républicaine. La question de Catherine, c'est comment cette idéologie rentre dans les têtes je veux bien accepter l'idée qu'on discute de ce problème, mais d'abord, il y a les conséquences immédiates qui sont que ces individus doivent être neutralisés et expulsés pour les cas les plus dangereux. Celui-ci est un cas dangereux. Donc il faut trouver les moyens législatifs de pouvoir le neutraliser. Et c'est ce qui manquait manifestement, puisque contrôler encore la veille et pouvant ne relever que de faits de droit commun, il ne pouvait pas être expulsé au nom de l'immense et l'imminence de dangerosité, manifestement. Oui, mais ça, personne ne l'avait aperçu, l'imminence de la dangerosité. C'est ça la question aussi. Et ça, tu ne feras pas en sorte que
chaque individu surveillé, il y en a quand même un certain nombre, soit, tu vois, nous amène à une certitude. Sinon, tu refais la loi des suspects, hein, c'est tout à fait possible aussi. Mais à ce moment-là, on est dans un autre système. Et on est fiché S par décision de la police, pas par la décision de la justice. Ça veut dire que ça devient... On n'est plus dans un état de droit. Il y a 10 000 personnes qui sont sous surveillance. Il y en a à peu près 4 000 qui relèvent des fichiers S, qui relèvent du radicalisme islamiste. Et en gros, il y en a 800 extrêmement dangereuses, dont un certain nombre qui sont en prison. Le reste, à mon avis, il me semble possible de pouvoir les expulser assez rapidement. S'ils sont étrangers, c'est pas tout à fait, assuré, ça. Je pense que l'opinion ne supporte plus ces débats sur faut-il ou pas. Je pense que ça, c'est absolument impossible, c'est inaudible. Et là-dessus, et Gérald Darmanin se cale sur cette opinion-là. Tu as tout à fait raison. Bien sûr. Oui, mais est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison? Ah ben voilà. Donc, on est d'accord que c'est aujourd'hui l'état d'esprit de l'opinion. Est-ce qu'il faut toujours aller dans le sens de l'opinion, ou est-ce qu'il faut se dire que nous avons des valeurs sur lesquelles nous tenons et qui font la raison? On tient quand même largement sur les valeurs. Là, on est sur une poignée d'individus qui n'ont rien à faire là, c'est tout. Ben non, c'est pas. Non. Ce que je pense, c'est que d'expulser, de condamner quelqu'un avant qu'il soit jugé, avant qu'il ait commis un crime, etc. Je m'excuse, mais là, on n'est plus dans en 2014, il y a des associations qui se sont opposées à l'expulsion du père, de la famille. À l'époque, ça n'a pas été fait. On voit, oui, le père a été expulsé. Enfin, le fils aîné ne l'a pas été. Lequel fils aîné, visiblement, d'après les premiers éléments d'enquête, a largement contribué à la radicalisation de son frère via un comparse qui est aussi en prison. Il y avait aussi, dans cette famille là du tueur d'Arras, visiblement, toute la famille tabassait la mère aussi. Donc, il y a quand même un petit sujet. Il y a un profil particulier sur les communautés russophones. Il y a à peu près 80 individus qui sont jugés extrêmement dangereux. Il me semble que ça doit être possible de faire partir ces 80 individus jugés très dangereux. Je vous rappelle quand même que mais là justement, c'est on vous mettra pas d'accord. C'est la question. Non, mais je pense que les arguments sont très, très forts et justes, mais si les Russes ne sont pas, les Russes seront d'accord. Poutine va prendre la pause, etc. Mais néanmoins, s'ils n'étaient pas d'accord, tu ne peux rien faire. Ce qui était le cas au plus fort de la guerre en Ukraine. Là, visiblement, les autorités ont repris, et le ministre de l'Intérieur lui-même disant. Ça va être possible de les expulser, en fait. Alors, ça va être leur fête aussi. Donc, cette semaine, la France Insoumise a encore frappé avec une sortie jugée intolérable par l'ensemble de la classe politique. Daniel Obono a déclaré que le Hamas était un mouvement de résistance. Elisabeth Borne a fortement réagi devant les parlementaires. C'était mardi. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elles manquent à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Je vous remercie. Voilà donc Elisabeth Borne, qui n'a même pas d'ailleurs répondu à la question qui lui était posée de la part de Mathilde Panot sur les profs à l'école. Donc même dans le camp de la France Insoumise, il y a des cris d'orfraie. Le Parti socialiste a fait un moratoire sur les travaux avec la France Insoumise. Quelles vont être les conséquences politique? Est-ce qu'on va voir un schisme à l'intérieur de la France Insoumise et est-ce qu'au moins les choses sont clarifiées maintenant? Le problème est compliqué. C'était un peu la discussion que nous avions la semaine dernière. On reprend la fin de notre conversation. Entre-temps, l'acte de décès a été... oui, parce qu'il y a le Parti socialiste et puis il y a également le Parti communiste. Ils ont mis du temps quand même. Le Parti communiste également qui a dit vouloir prendre ses distances avec la NUPES. Le problème, c'est que une union de la gauche qui se ferait sans absolument tous les insoumis n'a pas beaucoup de consistance parce que c'est quand même trois partis très très mal en point et très très affaiblis. Donc l'enjeu, c'est en effet la question que vous posez, c'est est-ce qu'une partie des insoumis, c'est-à-dire ceux qui, d'une certaine manière, sont porteurs de l'histoire de cette proposition politique différente de celle qui a conduit le pouvoir pendant ces dernières années, est-ce qu'une partie d'entre eux va quitter la France insoumise? Le problème, c'est que c'est pas très simple comme histoire pour eux, parce qu'il faut qu'ils réussissent pour pouvoir partir à rassembler au moins 15 députés du groupe.
Pour avoir un groupe, pouvoir exister, avoir un groupe, ça c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi d'imaginer leur rapport avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils partent à 15, admettons, ils réussissent à rassembler, ils se retrouvent dans un équilibre politique dans lequel ils deviennent vraiment la toute petite force. Et donc, il y a cette question de comment on rebâtit quelque chose dans lequel ce qu'ils représentent, les insoumis dissidents, on va les appeler comme ça, les rebelles de la Mélenchonie, voilà, c'est ça. Comment les rebelles de la Mélenchonie peuvent continuer d'avoir du poids politique en étant en dehors de la France insoumise. L'expérience passée, par exemple, pour l'expérience que moi je connais le mieux, qui sont les dissidences communistes, chaque fois qu'elles sont sorties, elles n'ont plus compté. C'est-à-dire sortir, c'est pour ça qu'ils hésitent. Sortir, c'est facile, mais compter ensuite, c'est compliqué. Et quand en plus c'est pour aller vous allier avec des gens qui sont quand même pas fringants, c'est pas une affaire aussi facile que ça. C'est vrai, tout ça est vrai. Simplement, là, on est devant, parmi les griefs qu'il peut y avoir à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon et de ceux qui continuent de le suivre, on est sur des questions essentielles. Il faut revenir au 7 octobre, à ce qui s'est passé le 7 octobre, et à l'impossibilité pour certains de dire ce que c'était. C'est quand même hallucinant et totalement monstrueux. C'est la première fois depuis la politique d'extermination des Juifs, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'il y a autant de morts juifs au nom du fait qu'ils sont juifs. Je veux dire, il faut prendre la mesure de ça. Donc si des partis continuent à s'accorder alors qu'ils sont en désaccord sur cette question, qui est une question vraiment essentielle, ça n'a plus aucun sens. Je veux dire, la politique ne sert plus à rien. À ce moment-là, on est dans des petits calculs électoraux, et puis c'est tout. Bruno, un mot là-dessus ? C'est-à-dire que Jean-Marie résume bien la question, c'est la NUPES, vie ou mort. Là, franchement, je trouve qu'ils ont même tardé, moi, à prendre leur distance, notamment Olivier Faure, qui a gravement mis en danger, même y compris l'essence même de ce qui reste du Parti socialiste. Et on a vu la pression qu'il y a eu sur lui, les difficultés, il retire des tweets, il est à côté de ses pompes, on voit bien. C'est difficile pour lui, donc... Bon voilà, donc Mélenchon et sa garde rapprochée ont détraqué complètement la NUPES depuis la rentrée, au point qu'à l'intérieur de la NUPES, Catherine l'expliquait bien, il y a une remise en cause, puisqu'on voit bien, ce n'est pas des personnalités mineures qui maintenant s'opposent réellement à Jean-Luc Mélenchon. Ça renvoie à Jean-Luc Mélenchon, cette espèce de pulsion parfois suicidaire qu'il peut avoir. Il est un peu comme Jean-Marie Le Pen à l'époque. D'autodestruction même, dès qu'il commence à avoir monté la contestation autour de lui. Donc là, aujourd'hui, il dit c'est Mathilde Panot, quasiment ma successeur. Bon, mais tout ça, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que cette gauche-là, elle va tout droit dans le mur pour les européennes, balkanisée et une nouvelle fois comptant sans doute assez peu dans les débats politiques à venir. Je vous propose que Véronique Reissou nous rejoigne pour elle qui espionne les réseaux. Donc Véronique Reissou pour la politique sur les réseaux. Bonjour ma chère Véronique, la Mata-Hari de Twitter et X. Pas que, de l'ensemble des réseaux, il n'y a pas que Twitter dans la vie. Je sais. Donc le terrorisme islamiste, évidemment, est un sujet d'inquiétude et de débat. Un sujet qui mobilise, qui engage. Je vous ai sorti des chiffres pour vous donner une idée. Sur une semaine, 730 000 messages, donc on peut dire que ça mobilise. Et surtout un engagement très fort, parce qu'on a 2,4 millions d'engagements. Ça veut dire quoi l'engagement ? C'est ce qui fait réagir, c'est le fait que les gens ont partagé, liké, commenté les messages. Et donc c'est un taux d'engagement très fort. Donc ça veut dire que non seulement les gens publient, mais en plus réagissent énormément. Alors après, on a regardé sur ces 730 000 messages, les fameux emojis. Et là, il y en a plein de nouveaux, vous n'avez pas vu souvent, Jean-Marie. Il y a en particulier beaucoup d'émojis autour de la peur, parce que c'est l'une des principales émotions qui sont véhiculées. Et puis beaucoup de colère. Et un personnage que vous voyez qui est très étonné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un sentiment d'impuissance très fortement ressenti dans la population et chez les Français. Et puis globalement, on a aussi beaucoup de débats qui
se passe en disant, enfin dans l'ensemble des messages qui remettent par rapport au contexte international, mais les 3/4 du temps, ils remettent ça en perspective avec le sujet français. Alors on a sorti un sondage aujourd'hui pour Le Figaro avec Odoxa, et je vais vous donner les résultats parce qu'ils sont assez intéressants. Donc là, cette fois-ci, c'est un sondage. En fait, on a posé la question, à qui faites-vous confiance pour lutter contre le terrorisme islamique dans les membres de l'exécutif? Celui qui sort en premier, c'est M. Attal, avec 34%. Alors, ce n'est pas majoritairement confiance, mais 34%, suivi de M. Darmanin à 32%, M. Macron à 26%, Elisabeth Borne 25% et Dupond-Moretti 21%. Et quand je vais regarder sur les réseaux pourquoi les gens pourraient répondre ça, en fait, c'est que Gabriel Attal, il est vu comme volontaire et surtout avec des petites actions très concrètes comme la qui donnent l'impression aux Français que, bon, peut-être on ne pourra pas tout changer, mais ces petites actions peuvent être rassurantes. Alors après, on a posé la question de... Et finalement, dans tous les partis, est-ce que, et ça répond un peu à la question que vous posiez, est-ce que certains tirent leur épingle du jeu? Et on voit que, là encore, personne n'est majoritaire, enfin, n'a plus de confiance que de pas confiance. Et on a, le Rassemblement national n'obtient que 36% de confiance, donc c'est pas si simple que ça. Le PCF, 14% de confiance, donc on a un spectre assez large, mais globalement, on voit bien qu'aucun parti ne tire profit de cette situation. On ne fait pas plus confiance que ça aux partis qui ne sont pas au gouvernement aujourd'hui. Et globalement, quand on regarde le pourquoi, c'est qu'ils veulent ça a toujours été la chance de l'actuel exécutif. Il n'y a jamais eu sur un sujet une majorité pour les autres formations. Et là, on voit bien, ça continue, même le Front National qui pourrait... Pareil sur les retraites, pareil sur tous les sujets. Alors après, il y a eu les fameuses propositions de M. Darmanin dont vous avez parlé, on les a testées aussi. Et là, c'est à l'inverse, tout d'un coup, ils se disent « Ah ça pourrait être efficace ». Pas tant qu'ils aient confiance, mais c'est la question de l'efficacité. Et on voit globalement qu'autoriser l'expulsion d'un étranger condamné, même s'il est arrivé en France avant 13 ans, 75% de gens pensent que ça serait efficace. Retirer un titre de séjour à un étranger pour adhésion à l'idéologie djihadiste, on est à 73%. Et allonger de 3 à 18 mois la durée de placement en centre de rétention administrative des fichiers S et des délinquants qui doivent être expulsés à 50%. Donc pas tant que ça non plus. Et quand on va regarder la réalité... de la répartition par les courants de familles politiques. Globalement, c'est assez unanime. Donc évidemment, plus on est à droite, plus on pense que c'est efficace. Plus on est à gauche, moins on pense que c'est efficace. Mais globalement, c'est quand même à chaque fois un peu majoritaire. Même si par ailleurs, ils pensent que ça ne changera pas fondamentalement les choses. Mais si on doit parler d'efficacité, ils disent pourquoi pas. Alors, donc un climat de tension qu'on retrouve partout, oui. bien sûr. Mais même si certaines actions... de violence prête quand même à sourire. Mais oui, parce qu'on s'est dit que le sujet n'était pas très drôle, donc on essaie toujours de trouver des moments un peu plaisantants. Mais figurez-vous que même les religieuses... Oui. Voilà, même les religieuses se sont mis à la violence. Donc c'est une petite vidéo qui a été beaucoup partagée. En gros, c'est donc une bonne sœur qui s'est jetée sur des écolos qui essayaient de... Voilà. La scène a été beaucoup partagée, près de 5 millions de vues. Beaucoup de réactions, mais on se dit, même si les religieuses se mettent... Où va-t-on? Où va-t-on? Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même un esprit... dans les commentaires, il y a des gens qui en rigolaient, des gens qui en rigolaient moins. Avec l'équipe de France de rugby. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup, parce qu'il y a du plaquage et que c'était au moment de rugby. C'est un vrai plaquage. Voilà. Mais bon, pour vous dire qu'on ne parle pas que de choses... terrible sur les réseaux sociaux. C'est pas la police tue, là, c'est la religion. C'est la religion en plaque, en tout cas. Voilà. Alors, pour terminer avec le sourire, vous vouliez nous raconter une histoire européenne. Et surtout, je voulais une petite dédicace pour Bruno Jeudi. Parce qu'en fait, les transports, c'est pas facile. On viendra, vous venez de le dire. Bien, figurez-vous que si vous aviez pris le train cette semaine et que vous aviez eu à vous déplacer depuis Bruxelles pour bouger, vous avez un parlementaire qui s'est amusé à raconter cette anecdote. Donc, suite à une erreur d'aiguillage de Paris à Paris-Charles de Gaulle, la SNCF a envoyé à Disney le train qui devait amener les parlementaires européens de Bruxelles à Strasbourg. Et donc, c'est pas forcément le chemin le plus logique. Donc, c'est pas le même parc d'attractions. C'est pas pareil, c'est autre chose. Voilà. Donc, le parlementaire a été assez drôle en disant, voilà, quand la magie prend vie, c'est le slogan de Disney. Bientôt, ce sera le Parlement européen. Voilà, ça a beaucoup fait rire, autant vous dire. Il y a eu plus d'1 million de vues, mais beaucoup de quolibets. Puis il a raconté comment ça s'est passé. On a pu suivre en direct, c'est la magie des réseaux sociaux. D'habitude, la SNCF nous fait des grèves, des pannes de courant à la gare Montparnasse. Là, il y avait une petite variante. Fait très
très fort, là, c'est très inédit. Et quand ils sont partis à Disneyland, c'est pas mal. Et du coup, quand c'est reparti, ils se sont dit, où est-ce qu'on part? Est-ce qu'on va peut-être au Futuroscope ou au parc Astérix? Où va-t-on? Voilà, et donc, de nouveau, ça a beaucoup fait rire. Donc, vous voyez que vos mésaventures avec le métro, non, dans le train, vous auriez peut-être terminé chez Disney. Voilà. En tout cas, Bruno est arrivé, il n'est pas allé à Disneyland. Vive les transports. Merci Véronique. Merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission et merci à toute l'équipe technique et merci à tous. À très vite. Courgettes du Mexique. Tu crois qu'elles ont fait bon voyage? On ne devrait pas se poser de questions sur ce que l'on mange. Si les savoureux soupes Liebig se dégustent les yeux fermés, c'est grâce à leurs légumes 100% français, récoltés à maturité auprès de nos agriculteurs partenaires. Liebig, découvrez le goût de la confiance. Différents groupes de migrants sont arrivés au cours des 3 derniers jours.